La nuit tombait sur Londres, emplissant les rues de l'ombre et de la solitude. Mais dans un petit appartement de Baker Street, le détective Hercule Poirot était prêt à éveiller les sens et à suivre la piste d'un mystérieux enlèvement. Au centre de l'affaire, se trouvait Miss Lemon, une femme ordonnée et méthodique, qui avait reçu un message énigmatique de la part de sa sœur, Mrs. Hubbard. La journée s'était écoulée en une succession d'émotions contrastées, l'inquiétude, la surprise, la méfiance. Miss Lemon avait raconté à Poirot les disparitions de plusieurs objets inattendus, des chaussures aux boucles d'oreilles, des livres de cuisine au stéthoscope. Les indices semblaient incongrus, et la logique ne voulait pas admettre l'existence de ce jeu étrange. Mais Poirot était déterminé à démêler les fils du puzzle. Il avait noté les noms des étudiants, de Léonard Bateson à Colin McNabb, et leur caractère, de Patricia Lannes à Valérie Opouze. Il avait également écouté la conversation de Len Bateson, qui avait parlé d'un cadavre, de Celia et de Nigel Chapman, l'air perpétuellement agacé. La nuit tombait, et le détective se préparait à faire face à l'énigme. Il invitait Miss Lemon à se joindre à lui pour une thé à Baker Street, suivie d'une visite au bureau des objets trouvés. Mrs. Hubbard, la sœur de Miss Lemon, était également invitée, mais Poirot savait qu'elle avait un rôle secret à jouer dans l'affaire. Dans la soirée, les pensionnaires du 26 Hickory Road s'apprêtaient à se lancer dans une nouvelle nuit de résonance. Mais Poirot savait que derrière ces façades de normalité, un jeu étrange était en cours, et qu'il fallait découvrir la vérité derrière les objets disparus. La nuit était calme, mais les étoiles brillaient dans le ciel de Londres, et Poirot sentait que l'heure du mystère était arrivée. Les lampes du salon privé de Mrs. Hubbard étaient éteintes, laissant la pièce baignée d'une lumière douce et intime. La tasse de thé refroidissait lentement sur la petite table ronde, où Poirot, installé confortablement, tirait sur une de ses minuscules cigarettes, l'air satisfait mais vigilant. Mrs. Hubbard, assise en face, agitait nerveusement les doigts, comme si elle écoutait une musique qu'elle ne voulait pas entendre. « Peut-être avez-vous raison, monsieur Poirot, dit-elle enfin, mais je crois que j'aurais préféré que vous ne disiez rien, pas devant tout le monde. Vous pensez que j'aurais dû rester discret, faire venir la police en catimini? Exactement. Ce genre de choses, vous comprenez? Ça s'ébruite toujours. Et maintenant, tous les étudiants sont sur le qui-vive. Justement, madame, le silence favorise les coupables. L'agitation, elle, pousse souvent à l'erreur. Elle hausse les épaules, résignée. Poirot sourit calmement, comme s'il avait attendu cette réponse. Il y a madame Nicoletti, poursuivit Mrs. Hubbard. Je doute qu'elle soit ravie d'apprendre que vous envisagez de faire venir Scotland Yard. Il serait curieux de voir quelle position elle adopterait, dit Poirot avec malice. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme grand et sec, le visage sérieux, Colin McNabb, entra dans la pièce. Il s'installa sur une chaise droite, posant ses coudes sur ses genoux, et regarda Poirot avec une expression de gravité professorale. « Je vous ai écouté parler ce soir, dit-il. Vos récits étaient divertissants, certes, mais vos méthodes sont dépassées, complètement archaïques. » Poirot se contenta d'un sourire poli. « Continuez, je vous en prie, dit-il. » Colin commença à parler, sa voix grave et calme, comme si elle était venue de loin. « Vous ne tenez aucun compte de la psychologie moderne. Pour vous, un crime est un crime, un acte isolé. Pour nous, chercheurs en psychiatrie, un crime est le résultat d'un déséquilibre, d'une souffrance intérieure. Ce que vous appelez le mal, ce n'est bien souvent qu'un appel à l'aide. » Mrs. Hubbard leva les yeux au ciel, comme si elle écoutait un conte de fées. « Laissez-moi deviner, dit-elle sèchement. Vous allez nous dire que voler une chaussure, ce n'est pas du vol, mais une manifestation de frustration infantile. » Colin ignora l'interruption. « C'est exactement cela, madame. Prenons la chaussure. Voler seul. Pas la paire. Un symbole. Une réminiscence inconsciente du mythe de Cendrillon. La jeune fille, effacée,
frustré, qui rêve d'être remarqué. Ce genre de vol n'est pas motivé par le gain, il est purement émotif. L'objet devient totem, projection de soi. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau, et Celia Austin entra dans la pièce, le visage pâle, les mains crispées. Elle regarda Poirot avec des yeux pleins d'incertitude. « C'est moi, dit-elle. Je suis celle qui a pris toutes ces choses. » Un silence stupéfait suivit. Colin bondit sur ses pieds. « Celia, que dites-vous? » « La vérité, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi. Je n'en pouvais plus. J'étais tendue. J'avais peur. Alors j'ai pris ces objets. C'était comme, plus fort que moi. » Poirot se leva, ajusta son mouchoir de poche avec précision et descendit dans le hall. Là, Mrs. Nicoletti attendait, les yeux grands et larmoyants, comme si elle avait été réveillée d'un sommeil profond. « Monsieur Poirot, » cria-t-elle, en roulant les airs, « que se passe-t-il dans ma maison? » Des rumeurs, des commérages, des accusations. Quelle honte! Poirot la regarda avec soin, comme s'il cherchait à comprendre la vérité derrière ses paroles. « Madame, dit-il enfin, le fait est que des choses ont été volées, des objets abîmés, des documents détruits. Et maintenant, une jeune fille s'accuse de tout. » Madame Nicoletti leva les bras au ciel. « Ah, cette fille, je le savais. Je l'ai toujours dit. Elle est instable, nerveuse, trop blonde, trop douce. Elle a l'air innocente, mais c'est souvent ainsi, n'est-ce pas? » L'atmosphère était lourde de menaces à Hickory Road, où les pensionnaires de Mrs. Hubbard vivaient sous le regard inquisiteur de Monsieur Poirot, un détective renommé pour ses talents de perspicacité. Depuis quelques semaines, des vols maladroits et des écarts insignifiants avaient commencé à se produire, mais Sally, l'une des pensionnaires, avait l'impression que tout s'assombriait. Elle avait déjà parlé de ses inquiétudes à Monsieur Poirot, et il avait accepté de l'écouter. Une fois seule, Sally s'était assise sur le bord d'une chaise et avait commencé à parler de son mauvais pressentiment. Elle avait l'impression que quelqu'un jouait un jeu dangereux, et qu'il y avait autre chose derrière ces vols absurdes. Monsieur Poirot l'avait écoutée attentivement, connaissant bien sa vivacité et sa perspicacité. Plus tard, dans la soirée, Poirot avait retrouvé Sally et l'avait mise en garde contre la menace qui planait sur le foyer. Il avait commencé à fouiller les lieux, à chercher des indices, à suivre des pistes. Et c'est ainsi qu'il avait découvert le corps de Celia, la jeune fille qui avait été accusée de voler des bijoux et des bijoux. Le lendemain, Poirot avait convoqué tous les pensionnaires du 26 Hickory Road pour leur faire part de ses découvertes. Il leur avait expliqué que Celia n'était pas morte par accident, mais que c'était un meurtre calculé et précis. Il leur avait montré les faits, les indices, les preuves, et il leur avait dit que l'un d'eux était le meurtrier. Et c'est ainsi qu'il avait accusé Nigel Chapman, l'un des pensionnaires, qui avait utilisé d'autres identités et qui avait été soupçonné de falsification de documents et de trafic de drogue. Poirot avait trouvé des empreintes sur le flacon de cyanure, des indices de toxicologie, et il avait démontré que Nigel Chapman avait menti sur son passé. La police était venue prendre Nigel Chapman, et la menace qui planait sur Hickory Road s'était enfin dissipée. Mais Poirot savait que l'affaire ne s'arrêtait pas là. Il savait que les meurtriers les plus dangereux sont ceux qui mentent, qui manipulent et qui sont cruels invisiblement. Il avait vu cela chez Nigel Chapman, et il savait que l'ombre qui planait sur Hickory Road s'était déjà déplacée ailleurs. Et c'est ainsi que Poirot avait quitté le foyer, laissant derrière lui un air plus léger, comme si l'ombre qui planait sur Hickory Road s'était enfin dissipée.